peut être professionnel de l'immobilier. Souvent, les professionnels, ils font les mêmes erreurs. Ils achètent, souvent à titre privé au début, et après, ils disent « Ah, mais comment est-ce que je prends ce patrimoine immobilier et je le transfère dans une société ?» Donc SARL, c'est quelque chose de, on va dire, plus simple. Vous allez apparaître comme associé de la SARL, donc tout public saura que c'est vous le détenteur des parts sociales. La holding va permettre une remontée de dividendes des sociétés filles à la société mère. Si c'est dans une optique d'investissement, effectivement, le montage holding avec les différentes structures, c'est ce qui convient le mieux. Si votre but, c'est de garder du patrimoine, c'est kiff-kiff en fait, société ou privé. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de t'accueillir, Steven, pour le podcast d'Albert. Steven, donc toi, je vais te laisser après te présenter, mais tu es hyper important aujourd'hui parce qu'on va parler de fiscalité. Fiscalité principalement dans le domaine de l'immobilier. On est très actif pour justement créer des sociétés lorsqu'on investit dans l'immobilier, voir pourquoi est-ce que c'est intéressant, lorsque ça ne l'est pas aussi. Donc je vais peut-être te donner la parole. Explique-nous un petit peu qui tu es, ton parcours, et puis après on rentrera dans le vif du sujet. Super, merci beaucoup Albert. Tout d'abord, merci pour cette invitation. C'est un réel plaisir d'être là aujourd'hui. Merci. Donc par rapport à moi, si je peux me présenter au tout début, et puis après on ira dans le vif du sujet, on va dire. De mon côté, donc, je suis avocat expert fiscal. J'ai débuté par la profession, la noble profession, on va dire, d'avocat, et je me suis assez rapidement rendu compte que c'était peut-être pas spécialement pour moi, et je me suis dirigé un peu plus au niveau de la fiscalité, en travaillant tout début dans une fiduciaire internationale, qu'on appelle une Big Four, pour ensuite rejoindre le Crédit Suisse comme responsable au niveau des entrepreneurs pour la région genevoise. Et finalement, l'envie d'entreprendre, ayant travaillé pour les entrepreneurs et au service des entrepreneurs, l'envie d'entreprendre, elle était là, elle était présente, et j'ai décidé de reprendre avec mes associés une première fiduciaire à Montreux. Et ensuite, je me suis associé à une fiduciaire à Villars, donc toujours avec un accent mis sur la fiscalité. Donc la fiscalité tant des personnes physiques que des personnes morales, et un panel, on va dire, de compétences larges qui s'étend à la reprise ou l'acquisition d'entreprises, aux fusions, acquisitions, je l'ai dit tout à l'heure, et à la fiscalité donc des personnes, on va dire, fortunées, l'implémentation de ces personnes-là en Suisse. Donc, finalement, un très large panel d'activités avec aussi une clientèle très variée qui va, je veux dire, du restaurateur aux très riches fortunés, aux pilotes même de Formule 1. Donc, Ok. c'est un panel de compétences très large qu'il faut avoir, et puis c'est ce qui rend le métier, on va dire, très intéressant. Ah, c'est cool. Mais ça veut dire que toi, en fait, on peut être petit investisseur, on a des questions fiscales, on a envie, on sait pas, on crée une société, on achète, on sait pas ce qu'on fait. Mm. On peut être professionnel de l'immobilier. Souvent, les professionnels, ils font beaucoup, enfin, ils font des mêmes erreurs. C'est qu'en fait, ils achètent, souvent en titre privé au début, puis après, ils disent, ah, mais comment est-ce que je prends ce patrimoine immobilier, puis je le transfère dans une société. Donc vraiment, le panel, il est hyper large dans l'immobilier, mais il n'y a pas que ça. Transmission d'entreprise, tu l'as dit tout à l'heure, Exactement. etc. Et c'est quoi les domaines que toi, tu préfères le plus? Il y en a Alors, spécifiquement, un type de client, un type de dossier que tu kiffes? on va dire, on a un point de ressemblance. Un premier point de ressemblance, c'est, on va dire, le domaine immobilier. Effectivement, c'est là où on peut, c'est l'un des domaines où on peut faire valoir le plus nos compétences, puisque les problématiques sont, comme tu le disais, assez variées, où la personne peut se retrouver, le client peut se retrouver dans différentes situations très compliquées au niveau fiscal. Typiquement, tu disais, la personne qui souhaite investir dans l'immobilier, comment elle investit dans l'immobilier, si c'est un investissement, on va dire, pour du placement, ou si c'est un investissement dans l'optique, on va dire, dans l'optique d'une promotion immobilière, comment, comment structurer ces choses-là, ça c'est des points extrêmement importants, puisque on peut avoir la personne qui se dit naïvement, typiquement, on peut avoir le cas d'une personne qui a une société, je sais pas, de peinture dans le domaine de la construction, et qui se dit: ah tiens, j'ai un terrain, ce terrain-là, potentiellement, je pourrais construire un petit immeuble. Il le fait, le terrain lui appartient à titre privé, il le fait, et il se retrouve, après une ou deux ventes d'appartements, il se retrouve qualifié de commerçant professionnel d'immeuble. Mhm. Là, on va dire, ça c'est une des problématiques les plus typiques et les plus récurrentes qui se posent, c'est cette problématique de commerçant professionnel d'immeuble, où l'autorité fiscale va vous dire: non, mais
votre opération-là, elle ne relève pas de la gestion, de votre gestion privée, mais d'une gestion un peu plus professionnelle, compte tenu de certains critères. Et les critères ne sont pas fixés, on va dire, par la loi ni par une circulaire, mais ce sont des critères jurisprudentiels. Donc l'autorité fiscale a une certaine marge de manœuvre, D'accord. même une grande marge de manœuvre. Ouais, ce qui permet justement de qui te choper permet plus facilement. de reprendre cette personne plus facilement, ça c'est clair. Et ça, c'est typique le cas. Alors, la personne se dit, ah, mais moi, je pensais faire une plus-value taxée à l'impôt sur les gains immobiliers, mais finalement, la personne se retrouve à être taxée comme professionnel de l'immobilier, avec toute la plus-value qui est réalisée sur cette opération, taxée comme revenu d'indépendant. Qui dit revenu d'indépendant dit également AVS. Ah Donc, ouais. avec une fiscalité qui est lourde, puisqu'on arrive, généralement, c'est des montants assez conséquents dont on parle. Et on arrive avec voilà, un prélèvement, y compris les charges sociales, entre 50 et 55%, alors que la personne pensait du gain, alors que la personne pensait faire une belle affaire, hein, et se retrouve finalement avec une fiscalité extrêmement lourde, plus des contributions AVS auxquelles elle n'avait pas pensé. Donc voilà, ça c'est un peu le cas d'école et le cas qu'on retrouve assez souvent, d'où l'importance vraiment à ce moment-là, lorsqu'on va faire une opération immobilière, surtout si on est proche du domaine de la construction. Là, je disais, c'était dans mon exemple, c'est un peintre, mais toutes ces personnes-là, puisque dans les critères jurisprudentiels, l'un des critères, c'est le lien entre la profession et le domaine immobilier. Donc effectivement, une personne qui travaille dans la construction a ce lien fort. Hein. Après, il y a d'autres critères, hein, comme la fréquence des opérations, la durée de possession du bien immobilier, etc. Mais c'est un peu, comme je disais tout à l'heure, le cas le plus typique. Et d'où l'importance vraiment de structurer le deal en se disant, pourquoi alors avant de se lancer, on va dire, rapidement comme ça et dire je vais faire cette promotion immobilière sous mon nom et donc éviter cet écueil-là fiscal, repartir en disant voilà, analyser la chose et dire bon, le bien immobilier, potentiellement le terrain, il m'appartient à titre privé, qu'est-ce que je vais faire alors? Potentiellement, pour éviter cette qualification de commerçant professionnel d'immeuble, c'est de dire je transfère ce terrain à une société que je vais constituer. Ce transfert-là, comme un peu tout dans la fiscalité, a un impact et n'est pas gratuit, hein, puisqu'il faut composer avec un coût d'entrée. Et ce coût d'entrée comprend deux facteurs, enfin deux coûts principaux, c'est-à-dire les droits de mutation. Parce que le transfert, même si vous transférez votre terrain qui vous appartient à une société qui va vous appartenir, même si finalement le détenteur économique est le même, le fisc va passer là. Mais il y a la personne physique et une personne morale distincte. Et là, ça implique donc un droit de mutation et également un impôt sur les gains immobiliers. D'accord. Donc ça, c'est un coût d'entrée. Alors voilà, après, ce coût d'entrée, on peut facilement le quantifier et l'évaluer pour savoir voilà, quel va être le coût fiscal total de l'opération. Mais une fois que voilà, vous avez payé ce coût d'entrée, la personne se retrouve avec cette société, on va dire, immobilière, hein, qui pourrait être une SA, une SARL. Société immobilière, c'est une qualification purement fiscale. Cette personne qui se retrouve avec une société immobilière, elle réalise son opération. Dans cette opération-là, la société, c'est la société qui va réaliser le bénéfice de l'opération. Cette société sera taxée en fonction des cantons, voilà, on va dire, si on prend le canton de Vaud, 14%, si on prend le canton de Valais, il y a différentes tranches d'imposition, jusqu'à 250 000 et au-delà de 250 000. Donc la société sera taxée sur cette plus-value, on va dire, immobilière liée à la promotion. Et ensuite, la personne, d'une part, elle se retrouve avec, on va dire, une protection puisqu'elle ne sera pas qualifiée de commerçante professionnelle d'immeuble. Et ensuite, avec ce bénéfice, donc, on va dire si on est entre 12 et puis 17% de taux d'imposition, si on prend Vaud-Valais comme exemple, donc la société va se retrouver avec un bénéfice qu'elle pourra distribuer ensuite à son actionnaire ou pas. Potentiellement, la personne décidera de dire j'ai fait une belle plus-value sur cette promotion immobilière, je réinvestis ailleurs avec cet argent-là, sans passer par la case fiscalité personnelle, c'est-à-dire que la société verse un dividende à l'actionnaire de la société, où là, il y a, si je reprends dans les grandes lignes, une promotion immobilière réalisée par une société, la société va payer l'impôt sur le bénéfice, et ce bénéfice-là peut être versé à l'actionnaire sous forme de dividende. Et lorsque c'est versé sous forme de dividende, bien entendu, il y a une imposition. Il y a un abattement, je crois.
Effectivement, il y a un abattement. Donc, il y a un abattement, il y a une imposition partielle. Aussi, cette imposition partielle dépend, si je reprends les deux exemples, le canton de Vaud, il y a un abattement de 30% en Valais pour une participation détenue dans la fortune privée, 40%. Il y a un abattement. Donc, si le taux d'imposition de la personne est de l'ordre, on va dire, de 40%, là, on parle plus du canton de Vaud, et on a un abattement de 70%, c'est-à-dire que le dividende en soi va être taxé à 28%. Ok. Voilà, grosso modo. Et à côté de ça, bien entendu, dès qu'il y a un versement de dividende à un actionnaire, il y a un prélèvement d'impôt anticipé, mais cet impôt anticipé est récupéré finalement par l'actionnaire lorsqu'il remplira sa déclaration d'impôt. Il sera taxé et donc, au niveau de sa taxation, ce montant-là viendra, les 35% viendra comme crédit d'impôt. Donc, il les récupérera à ce moment-là. Il y a il y a un temps de latence puisqu'il faut attendre que l'actionnaire soit taxé et ensuite pour qu'il puisse récupérer, on va dire, ces 35%. Bon, puis en plus, le dividende, arrête-moi si je me trompe, Steven, mais la société fait un bénéfice en 2024. Le dividende est déclaré cette année-là par le bénéfice, mais il est versé à l'actionnaire l'année d'après. Donc, ça veut dire qu'on prolonge à chaque fois l'imposition au niveau privé et on sépare vraiment entre la société et le privé. C'est juste, hein? Alors oui, généralement c'est ce qui se fait, donc le dividende de l'exercice antérieur est versé l'année suivante. Après, depuis le 1er janvier 2023, il y a une possibilité de verser des dividendes qu'on appelle ça intérimaires, c'est-à-dire des dividendes issus des résultats de l'année en cours. Donc ça, c'est une possibilité quand même offerte qui laisse un peu plus de flexibilité, puisqu'avant, c'était pas, on va dire, pas prévu par la loi. Même s'il y avait d'autres manières de le faire, puisque la société peut très bien prêter de l'argent à son actionnaire, donc en facturant des intérêts, bien évidemment. Et ce prêt-là est remboursé, on va dire, l'année suivante par le versement de dividendes à l'actionnaire. Il y a d'autres possibilités de faire. Si on revient aux bases, tu as dit tout à l'heure, SARL, SA, peu importe la société. J'ai souvent cette question qui arrive des clients qui disent, OK, qu'est-ce que je fais? Si je fais une société, c'est bien, mais est-ce que c'est mieux de faire une SA? Est-ce que c'est mieux de faire une SARL? Toi, t'en penses quoi? Tu répondrais quoi? Alors, il y a différents, on va dire, SARL, SA, effectivement, d'un point de vue droit des sociétés, reste relativement similaire. Il y a quand même quelques différences. Alors, la première différence, c'est la mise, le capital. La première différence, c'est de savoir une SARL, 20 000 francs de capital, 100 000 francs pour la SA, mais une libération partielle possible. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, souvent, après une SARL, il y a des clauses de non-concurrence qui sont prévues par les statuts. Et la SARL, chaque associé figure au registre du commerce. Il y a aussi cet aspect publicité qui est différent, puisque dans une SA, de par son nom, société anonyme, les actionnaires ne figurent pas au registre du commerce, sauf s'ils apparaissent comme administrateurs de la société, mais encore là, le public ne peut pas savoir que puisque cette personne est administrateur, ça ne veut pas forcément dire que cette personne-là est aussi actionnaire de la société. Donc SARL, c'est quelque chose, on va dire, plus simple, tout en sachant que vis-à-vis du public, vous allez apparaître comme associé de la SARL, donc tout public saura que c'est vous le détenteur des parts sociales. Avec d'autres, et voilà, comme je disais tout à l'heure, certaines clauses statutaires de non-concurrence qui ne figurent pas au niveau de la SA. Je dirais que si vous souhaitez prévoir des investisseurs, on va dire, silencieux, et qui ne veulent pas apparaître au RC, la structure SA se prête beaucoup mieux, puisque la personne, en contrepartie, elle aura des actions de la société sans apparaître au registre du commerce. Tandis que SARL, si l'investisseur en question veut être rassuré, avoir des actions dans la structure, il apparaîtra si c'est une SARL. Donc, je dirais tout dépend des circonstances, du cas d'espèce, s'il y a des investisseurs ou pas, si la personne veut rester totalement anonyme ou pas. Voilà, c'est un peu les questions-là qu'on doit un peu prendre au départ. Et puis justement, ces réponses vont permettre de pouvoir orienter le client. Est-ce qu'on va plutôt sur une SARL ou sur une SA? Exactement, ouais. Puis après, il y a encore l'autre système qui dirait, on prévoit déjà de multiplier les affaires immobilières, parfois tout seul, parfois en association avec d'autres. Et puis là, est-ce que le système de holding s'y prête plus que si on restait avec plusieurs SARL? Je te donne un exemple. Voilà, j'ai fait ma première SARL, j'ai acheté 2 biens. Et puis un jour, toi et moi, on se dit, ah tiens, on achètera un bien ensemble. On refait une SARL ensemble. Et puis un jour, mon frère, il me dit, ah tiens, on achète une autre. Alors on refait une SARL avec mon frère. Est-ce qu'à ce moment-là,
si on prévoit potentiellement de faire des effets boule de neige, on n'a pas meilleur temps de tout de suite faire une petite holding avec le capital de départ, puisque tu l'as dit tout à l'heure, une SA, c'est 100 000 francs, mais qui peut être libéré jusqu'à 50%. Donc, ça te Mhm. resterait 50 000 francs d'avoir. Mhm. Donc, ça reste quand même plus atteignable. Puis à ce moment-là, tu fais la holding, puis avec le même capital, une fois qu'elle est créée, bah, tu crées la SARL, puis après, bah, tu multiplies les affaires. Qu'est-ce que tu en penses de ce... Ouais, c'est un scénario. Je dirais la première chose, bon, faut toujours voir les perspectives, on va dire, Ok. d'avenir, et de se dire, est-ce que j'ai besoin tout de suite de cette holding ou pas? Mhm. Puisque enfin, le grand avantage ou l'avantage principal de la holding, c'est de permettre un flux financier d'une société à l'autre. C'est-à-dire que vous avez la holding, qui est la société, on va dire, faîtière, hein, la société mère, qui détient Mhm. différentes autres sociétés. Et dans le cadre, dans ces différentes sociétés, on va dire filles, peut-être chacune réalisera typiquement une promotion immobilière. Et la holding va permettre une remontée de dividendes des sociétés filles à la société mère, en franchise d'impôt d'une part, hein, et quasiment franchise d'impôt, et également en franchise d'impôt anticipé en remplissant les formulaires, le formulaire, on va dire, adéquat. Et donc, ce qui va permettre un flux, c'est de dire cette société fille réalise un bénéfice, potentiellement j'en ai besoin pour une autre promotion immobilière dans laquelle je suis associé avec une autre personne, Mhm. hein. Et la holding va permettre une remontée d'argent, donc des bénéfices d'une des sociétés filles à la holding en franchise d'impôt. Et la holding va pouvoir réinvestir à son tour en faisant un apport, hein, à sa société, à son autre société Mhm. fille. Et c'est vraiment l'avantage de la holding, c'est de dire ça permet ce flux financier avec une certaine une facilité, hein, d'un point de vue fiscal, puisque si inversement les deux sociétés étaient détenues par une personne physique, Mhm. la remontée de dividendes, hein, d'une des sociétés à son actionnaire, ben, elle implique dans tous les cas, hein, un prélèvement d'impôt, Mhm. hein, Mhm. impôt anticipé plus l'impôt, hein, sur le revenu. Et donc on va dire, ça limite, hein, Mhm. Ouais. la potentialité ou le potentiel, on va dire, d'investissement. Bon, puis en plus, ça crée cette fameuse, j'aime pas l'appeler comme ça, mais cette double imposition, parce que si tu es à titre privé, bah, tu vas payer l'impôt à titre privé, puis après, tu vas reprendre cet argent, le réinvestir dans une société, et du coup, en fait, quelque part, le bénéfice que tu auras payé, tu l'auras payé sur la société pour Mmh. laquelle tu auras sorti l'argent. Donc, c'est pour éviter un petit peu tout ça. Et c'est aussi dans l'idée de se dire que, et c'est ce que j'essaie de toujours dire à mes clients, c'est que si on part dans un système de holding, c'est vraiment de se dire que ce capital de départ, bah, c'est pour le faire fructifier, puis que les bénéfices, on les fait remonter, redescendre, mais qu'il faudrait éviter, entre guillemets, de ressortir un dividende. C'est vraiment de l'argent qu'on n'aurait pas forcément besoin, puis qu'on a prévu de réinvestir, Mmh. investir, investir, d'essayer de faire le maximum de bénéfices ou de produits sur cet investissement de départ. C'est un peu dans ce sens-là qu'il faudrait Oui, aller, oui, quoi. c'est dans Voilà. une optique, hein, d'investissement, et si c'est dans une optique d'investissement, effectivement, le montage holding avec les différentes structures, c'est ce qui convient le mieux. Si c'est l'optique de dire d'un client, de dire: «Bah, je fais cette promotion et finalement plus rien d'autre», Voilà, ouais. alors il n'a pas la nécessité d'avoir, une holding, ouais, ouais. Et puis, on a aussi des typologies de clients qui ne veulent pas forcément faire croître un capital. Eux, ce qu'ils veulent, c'est faire croître plutôt un patrimoine. Donc, ils disent, OK, nous, on aimerait maintenant, bah, on gagne bien notre vie, Mmh. on est imposé à titre privé assez fortement. On a parlé tout à l'heure des Mmh. taux de 35 à 40%, Mmh. qui sont quand même des revenus Mmh. qui sont relativement intéressants. Et puis, on a la capacité, chaque année, entre 50 et 100 000 balles, de les investir dans une Mmh. société pour acheter de l'immobilier. Alors déjà, il me pose toujours la question de départ, c'est de dire, est-ce que j'achète à titre privé ou pas? Et puis, en général, ce que je réponds toujours, c'est de dire, si votre but, c'est de garder du patrimoine et pas forcément de vendre ou de jamais vendre, c'est kiff-kiff en fait, société ou privé. Alors oui, tu vas être imposé de toute façon sur le revenu et imposé sur le bénéfice de Mmh. l'autre côté, mais si c'est pour faire du bénéfice puis après de le ressortir à titre privé, tu vas de toute façon passer à la case impôt. Donc c'est quelque part kiff-kiff. Est-ce que c'est juste? Est-ce qu'on peut plutôt partir du principe que effectivement, si c'est pour garder un patrimoine, société ou privé, ben, il n'y a pas forcément de différence, mais que la société, ça devient intéressant si vraiment un jour on se dit, ok, bon, bah, maintenant on aimerait en vendre un pour faire un bénéfice, pour acheter d'autres, il faut de toute façon faire la société, quoi. T'en penses quoi? Alors oui, si c'est après il y a effectivement l'aspect fiscalité, ça c'est une Mhm. chose, hein, et se dire cette personne-là, bah, si elle détient sur le long terme le même bien immobilier, bah, forcément, elle passera à la pratique de commerçant professionnel d'immeuble, bah, elle se peut-être potentiellement, elle se cristallisera bien plus tard.
Mais je dirais, il faut aussi se dire qu'il n'y a pas que la fiscalité, il y a aussi l'aspect successoral, Ah ouais, faut bien tenir sûr. en compte. Mm. Et en se disant, alors oui, de transmettre, si c'est quelqu'un qui a un patrimoine immobilier important, de transmettre différents biens immobiliers à ses différents enfants avec des valeurs différentes, ça complique toujours la chose. Contrairement au transfert De part, d'action. d'action Mm. de société, où là, ben, voilà, hein, il y a tant d'actions de société, elles sont réparties en fonction des héritiers, et ça simplifie beaucoup la donne. Donc il y a l'aspect fiscal, ça c'est une chose, mais aussi il faut se placer, se dire dans un futur bien lointain, qu'on espère Mhm. le plus lointain possible, c'est de savoir, ben, lors de mon décès, euh, ce patrimoine que j'ai constitué au fil des années, j'aimerais qu'il y ait le moins de problématiques possible hein, entre les différents enfants, où euh, l'idée c'est de pas que les héritiers doivent vendre une partie pour que l'autre héritier puisse reprendre l'autre, enfin Mm. ces choses-là, et la constitution du patrimoine, d'avoir le patrimoine immobilier sous une forme de société, ben, facilite ce genre de transfert successoral. Bon, puis il y a aussi quand même le fisc qui te tombe dessus. Si dépend dans quel canton tu es, tu es quand même imposé sur les successions ou même les donations, mais les successions. Et puis à ce moment-là, tu peux très bien détenir, hériter, toi en tant qu'enfant, d'un patrimoine immobilier énorme, mais il n'y a pas de liquidité. Puis le fisc, il va dire, ouais, mais ok, nous on estime à tant l'héritage, vous devez, cher monsieur, payer un impôt sur les successions, puis tu n'as même pas les liquidités pour le faire, puis là tu Mhm. dois vendre un bien. Alors que si tu touches des actions quelque part de la société, alors tu auras aussi l'impact de la succession de la même manière, mais tu vas pouvoir peut-être créer du levier plus facilement sur les biens via le rendement, etc. Si les liquidités ont été épuisées, puis pouvoir faire en fait un mécanisme de réinvestissement Mhm. ou plutôt de levier plus facilement que si tu les hérites à titre privé. Il y a quand même pas mal de paramètres qui rentrent en ligne de Oui, oui, compte, il hein. faut, et puis il faut pas se limiter à la fiscalité, même si voilà, mon métier Ok. c'est la fiscalité. Tu parlais de l'impôt sur les successions, donc on va aller en ligne directe, heureusement il n'y en a pas, mais sur le canton de Vaud, il y en a encore, même si le seuil d'exonération a été augmenté Ouais, à 300 000 hein, il 1er est passé, janvier. ça c'est effectivement pour les Ah, donations, c'est ok, passé de 50 à 300 000 hein, au 1er d'accord. janvier, et pour les successions, c'est passé de 250 à 1 million. Donc Ah ouais, il laisse un magnifique. peu plus, une marge Ok. de manœuvre un peu plus importante, sans enlever le problème de l'impôt sur les successions, on va dire. Ok, ok, ok. Donc, pour résumer, euh, si on veut faire une augmentation de patrimoine ou des affaires immobilières, la société, d'une question fiscale, ok, mais surtout d'une question aussi Mhm. successorale, reste quand même plus intéressante de créer une société si on veut augmenter ce Exactement, voilà. patrimoine immobilier. Ouais. Donc si on veut investir, vraiment la société, ça Il faut reste. se poser en tout cas la question, ça c'est clair, Ok. hein. Et maintenant, prenons le cas de figure, ou puis ça, on l'a eu Ouais. sur certains dossiers ensemble, des personnes qui se posent pas cette question-là, qui foncent, qui achètent un, 2, 3, 4, 10 biens, Mhm. et puis à un moment donné, ils se disent, ah, maintenant, j'aimerais mettre ce patrimoine-là dans une société. Comment ça se passe techniquement? Parce que je crois qu'il y a des rollings qu'on peut faire, il y a des techniques. Si on prend un cas concret, j'ai acheté, voilà, je m'appelle Albert Cololi, j'ai acheté 3 appartements à titre privé, et puis je me rends compte qu'en fait, ben, j'ai envie maintenant de les passer dans une société. Qu'est-ce que tu me conseillerais? Comment est-ce que tu m'accompagnes? Alors, le passage donc voilà, d'un bien détenu en privé à Mhm. une société implique, je l'ai dit précédemment, implique, on va dire, il y a un coût de transfert. Les Ce droits coût de de transfert, les droits de mutation. mutation et l'impôt sur les gains immobiliers, Voilà. pour autant qu'on soit qualifié de non professionnel de l'immobilier. Puisque, D'accord. alors, dans le cadre là, dans le cadre d'un conseil, hein, la première chose à faire, puisque bon, il y a ces deux impôts-là, et après de savoir sur quel montant ces impôts seront prélevés. Mhm. Donc le transfert voilà, d'un bien détenu en privé à une société, il faut le faire, il faut que le transfert soit fait à la valeur La plus basse. Ah, actuelle, ok. c'est-à-dire c'est la valeur marchande ou vénale du bien au D'accord. moment du passage, puisque le fisc, effectivement, c'est une des premières choses qui va être une chose qui va être contrôlée, c'est de savoir est-ce que le bien a été passé à une juste valeur, à la valeur de marché, puisque toute transaction qui se fait entre actionnaires et la société doit se faire à une valeur de marché sous peine d'avoir donc des conséquences fiscales, soit dans le cas d'une valeur inférieure à la valeur de marché où on fait un apport dissimulé, hein, Mhm. ou inversement où la valeur est supérieure à la valeur de marché, et puis là c'est plutôt un dividende, on parlerait de dividende dissimulé. Mais quand c'est Donc comme ça, tu prends quoi? Tu prends ton épée, tu prends ton bouclier, puis tu vas toi au fisc et puis tu essaies de négocier pour le client ou comment ça se passe? la première chose que l'on fait concrètement, c'est voilà, d'avoir quelqu'un qui nous estime le bien, Mhm. et à partir de cette estimation-là, de la présenter auprès de l'autorité fiscale en disant, mon client, il aimerait plusieurs confirmations. La première confirmation,
qu'il ne soit pas qualifié de commerçant professionnel d'immeuble, parce que si ce n'est pas le cas, finalement, le coût de transfert sera potentiellement plus élevé, puisqu'on ne parlera plus d'impôt sur les gains immobiliers, mais d'impôt sur le revenu dans ces deux paramètres de coût de transfert. Ça, c'est une chose. Donc, la première confirmation. La deuxième, c'est la valeur de transfert. Est-ce que cette valeur-là, voilà, qui est soutenable, hein, selon une expertise donnée par un professionnel de l'immobilier, est-ce que cette valeur-là vous convient, hein? Ça, je parle comme si c'était auprès du fisc. Ça fait l'objet d'un accord fiscal. Et on peut pas, alors, c'est pas obligé de passer par cette étape-là, mais C'est quand c'est même mieux. recommandé puisque finalement, pour éviter de se retrouver ensuite avec des questions de l'autorité fiscale en disant mais pourquoi, comment ça se fait que vous avez passé ce bien immobilier à ce prix-là dans la société immobilière? Mhm. Est-ce que vous avez une expertise à l'appui de cela, etc. Donc pour éviter toutes ces problématiques-là et la problématique de commerçant professionnel d'immeuble, pour se dire on est vraiment limité au coût de transfert, au droit de mutation et à l'impôt sur les gains immobiliers. Donc généralement on fait une demande de ruling, donc une demande d'accord fiscal auprès de l'autorité compétente qui va nous confirmer ou pas ces aspects-là. Ouais, donc si je résume, on veut investir dans l'immobilier avant de mettre ses premières billes, faire un rendez-vous, comprendre comment ça fonctionne, bien faire les calculs. Et puis si on veut faire des projets d'une certaine envergure, déjà aller voir un fiscaliste pour comprendre comment ça fonctionne et puis surtout qu'il nous accompagne. Mais il y a aussi un autre Mhm. paramètre qui est hyper important, c'est pour les promoteurs. Et vraiment ceux qui veulent se lancer dans le business. J'en ai vu tellement. Comme tu disais tout à l'heure, le peintre qui voit un terrain, qui se lance, qui fait. Et en Mhm. fait, ils font tout faux. Là aussi, vous voulez vous lancer, vous voulez vous professionnaliser dans l'immobilier, il faut absolument venir négocier avant. Une fois que c'est fait, c'est beaucoup plus compliqué de rattraper. Le fisc, il t'attend en tournant, je pense. À mon Mhm. avis, il te chope. Puis surtout ceux qui reçoivent des amendes. Parce que je pense que tu dois en voir aussi certains qui viennent. Bah, une fois que le fisc est déjà tombé sur leur dos, les a déjà amendés, là aussi, tu dois retourner négocier. Des fois, il y a des portes ouvertes ou c'est fermé direct. On va dire qu'elles sont un peu plus fermées, c'est pour ça, d'où l'importance de venir dès le départ nous consulter, puisque oui, alors il y a les cas où on arrive plus vers la fin, où une fois la transaction est effectuée, la problématique fiscale est là. Mhm. Il y a des possibilités de négociation, hein, elles ne sont pas exclues, mais elles sont limitées, hein. On arrive avec même une marge de manœuvre qui se réduit un peu comme peau de chagrin. Alors que si on avait fait la chose correctement dès le départ, ben là, d'une part, on peut présenter les différents scénarios qui peuvent se poser. Le client fait son choix, hein, Mhm. de son scénario préféré et on arrive avec plus de force on arrive nous avec nos éléments auprès de l'autorité fiscale et c'est pas l'inversement. Quand on a une problématique fiscale, ben, c'est plutôt l'autorité fiscale qui nous dit, qui pointe du doigt, ça va pas, ça pas joué, il y a un problème, voilà, il peut y avoir potentiellement différents, puisque enfin, la fiscalité c'est très large, hein, puis il y a beaucoup d'impôts, hein, l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les gains immobiliers, je le citais tout à l'heure, impôt sur les successions, donations, Mhm. les droits de mutation, hein, l'impôt anticipé. Donc, et la TVA encore, Ah hein, ouais, il y a la il y a encore TVA. l'histoire de la TVA. Donc, Mhm. si on prend en considération tous ces éléments-là, on peut se dire, ben voilà, potentiellement, le client peut avoir des risques un peu dans chaque typologie, on va dire, d'impôt. D'où l'important de venir dès le départ et de se dire, voilà, j'ai ce projet-là, quelles sont mes possibilités, Mhm. comment appréhender le sujet. Donc, je pense que c'est vraiment primordial pour ces personnes-là. Et surtout, effectivement, on donnait l'exemple du peintre ou quelqu'un actif dans le domaine de la construction. Alors, je les comprends tout à fait, hein. Ils ont un projet, ils veulent avancer dans le projet, ils ont cet esprit entrepreneurial qui se dit, bah, ce qui compte pour nous, c'est d'avancer sur le côté opérationnel, Mhm. mais en oubliant malheureusement tous les autres aspects. Et c'est là, il faut être vraiment attentif à ces autres aspects qui sont très importants, puisque finalement, de réaliser une superbe promotion immobilière, un magnifique immeuble, mais à la fin, ce rêve est un peu brisé par la fiscalité, ben, c'est dommage, hein. Mhm, mhm, mhm. Ouais. Sachant qu'à l'heure actuelle, surtout en sachant dans le domaine immobilier, le temps que ça prend pour développer un projet, avec toutes les autres problématiques autres que fiscales, hein, Mhm. administratives, et d'arriver à la fin avec ces problématiques-là fiscales, je trouve que c'est dommage, hein. Ouais. Justement, toi, tu as commencé ta carrière en travaillant pour une banque, une grande banque, qui était le Crédit Suisse quand même, où là, tu as été chef du service. Tu t'es occupé, je pense, de pas mal d'entrepreneurs.
Eux, en général, parce que je sais que les banquiers, ils font justement ce travail, un peu comme moi, en amont. Tu avais quand même des dossiers de départ, ou tu en avais aussi certains où tu devais ben, des fois récupérer par la suite. Comment ça se passait concrètement? Tu as deux, trois anecdotes de dossiers, de clients, sans forcément citer les noms, évidemment, Mmh. mais comment ça s'est passé et comment est-ce que tu as pu des fois récupérer, des fois pas du tout, et comment tu as pu accompagner certains qui étaient tout petits puis qui ont grandi. Explique-nous si tu as une ou deux anecdotes, ça m'intéresserait beaucoup. Alors plutôt au niveau, on va dire bancaire, on vient plus en amont, hein. Ça D'accord. c'est plutôt, c'est vrai que mon activité, c'était plutôt de préparer le terrain ou de déjà, déceler les problématiques, hein, auprès du client, au moins l'avertir des problèmes qui pouvaient se poser. Mon activité actuelle, sont un peu 2 choses, hein. Ouais. C'est-à-dire, il y a beaucoup quand même encore, hein, on va dire de problématiques à régler et tant mieux, hein, Ouais. pour moi ou, pour, l'intégralité, de mes collaborateurs. Un peu moins bien pour le client puisque, bah, lui, il se retrouve à payer, les impôts, les honoraires, voilà. C'est des choses qui se cumulent et c'est pas toujours on va dire des étapes faciles à vivre. Donc, mais alors les anecdotes, effectivement, il y en a toujours, beaucoup, hein, et encore une fois, hein, il y a la personne qui arrive et dit, voilà, je me suis lancé dans cette, promotion immobilière. La personne qui travaille, je sais pas, dans la construction métallique, hein, Mhm. typiquement, ça c'était un exemple qui a réalisé une opération avec, je veux dire un bénéfice de 6 000 000, Ah hein. Ça, ouais. c'était un joli bénéfice, sur l'opération, mais qui se retrouve à la fin avec, si on enlève, tous les impôts, les problématiques, après il y a d'autres problématiques qui se sont posées, mais avec, moins de la moitié, et Mhm. là, donc, c'est vrai que c'est un peu dramatique pour la personne, en question, hein. Donc ça Même veut si à dire la fin on se dit: «Bon, bah, elle a quand même touché finalement cette personne a touché quand même 3 millions? 3 millions, un peu moins de 3 millions, ce Ok. qui reste pas mal aux yeux du grand public». D'accord, ça c'est vrai, mais Ouais, ouais. souvent on se rend pas compte de tout l'investissement et puis, puisque quand on accompagne ou on arrive vers la fin, on accompagne la personne, c'est potentiellement cette personne-là, dans l'exemple que je donne, c'est une personne qui avait développé en fait, ce projet immobilier pendant 7 ans, donc Mhm. c'est énormément de travail, du temps personnel investi, Mhm. voilà, des frais d'architecte, des frais également, juridiques, mais d'un point de vue, droit administratif et si à la fin, après donc vous avez les 7 ans pour arriver à l'autorisation de construire, vous construisez la période de construction, on va dire, voilà, entre, 2 ans plus ou moins et il faut pouvoir vendre aussi entre 2 et puis si Mhm. et tout à la fin, vous avez fait donc vous cumulez les 7 ans, hein, pour le client en question, 7 ans, 2 plus, la vente, vous êtes quasiment à 10 ans et 10 ans après, ben, voilà, vous vous retrouvez avec, encore une tuile supplémentaire. Voilà, ben, là, on a pu, pour cette personne-là, donc on a quand même pu, Négocier? négocier un peu, Mhm. hein, certaines choses, notamment on a pu négocier donc les impacts fiscaux et puis on a pu quand même il y a une chose, c'est que la personne qui réalise donc un revenu d'indépendant ou un autre type de revenu, on peut quand même atténuer cet effet fiscal via si la personne donc a un 2e pilier et un potentiel de rachat, on peut, on va dire, atténuer cet effet fiscal ou le compenser via des rachats par la suite. Mhm. Donc, Mhm. on a pour cette personne-là, on a revu un peu toute sa stratégie patrimoniale, même si, quelquefois on dit: «Oui, bah», le client nous disait: «Oui, bah, ouais, je peux faire ce rachat-là, mais moi ça m'intéresse pas Ouais. tellement puisque comme tout bon entrepreneur, J'ai besoin de cash. j'ai besoin de cash pour réaliser les prochaines opérations et le 2e pilier, pour moi, c'est accessoire, hein». Ouais, C'est un ouais, peu voilà, ouais, ouais. mais voilà encore, on cette problématique des commerçants professionnels d'immeubles ou même des fois, c'est même pas une personne qui est, on va dire, qui a j'ai voilà, pour quelques clients aussi, qui sont pas eux-mêmes, issus du domaine immobilier, mais qui ont hérité Mhm. de belles parcelles. Ces parcelles-là, souvent, hein, et beaucoup de promoteurs proposent à ces personnes-là d'être associés au sein du projet immobilier, puisque bon, ben, effectivement, pour un promoteur, pour avoir l'argent et racheter Mhm. la parcelle, souvent, c'est des gros moyens financiers qu'il faut mettre en œuvre. Donc, quelquefois, et je l'ai vu, hein, le deal de certains promoteurs, c'est de dire, mais on vous allez vous joignez en fait à cette promotion immobilière, vous allez, toucher une partie, hein, du Du bénéfice qui bénéfice? va être réalisé. Mhm. Ces personnes-là, elles se disent: «Ben, voilà, j'ai 2 et là, j'ai eu le cas, bah, elles avaient différentes offres. Soit une personne qui leur achetait le terrain et plus bas, Mhm. donc potentiellement, elle pouvait réaliser
donc un bénéfice soumis à l'impôt sur les gains immobiliers. Mhm. L'autre proposition, c'était effectivement ce côté mixte, cette mixité de dire vous restez propriétaire d'une partie de la parcelle et en contrepartie, vous allez, on va dire, réaliser un bénéfice sur cette promotion puisqu'on va cette On personne-là sera s'associe associé. via une Mhm. société simple, on va dire, par le biais de la société simple, on va dire, s'associe à cette promotion immobilière. Et elles ne se rendent pas compte que finalement les deux sont vraiment, au niveau fiscal, c'est vraiment deux, on va dire, deux zones de jeu différentes, hein, puisque Ok. là, on a le cas très classique et l'autre où il y a tous les problématiques qui peuvent se poser. Et typiquement, voilà, j'avais des clients qui ne se rendaient pas compte. Mhm. Ils ont signé le deal et puis après, ils se sont dit, ben, super, la première vente, ben, effectivement, le fisc a dit, ah, ben, là, vous avez vendu dans le cadre d'une opération immobilière, vous êtes associé avec un promoteur immobilier, du coup, on vous taxe comme commerçant professionnel d'immeuble. Impôt sur le revenu. Et voilà, impôt sur le revenu. Et souvent, les personnes ne sont pas conscientes, mais on appelle ça une réalisation selon la systématique fiscale. Mais souvent, la personne n'a pas encore touché l'argent de la vente enfin, de son terrain. Et Elle doit déjà payer le l'impôt. fait qu'elle soit associée à ce promoteur, ou en fonction de la configuration, fait qu'elles doivent déjà payer un impôt selon la systématique fiscale, c'est-à-dire qu'un passage de fortune privée à fortune commerciale qui entraîne donc effectivement des conséquences fiscales. Elles se retrouvent à payer sur quelque chose, sur un bénéfice qu'elles n'ont pas encore réalisé effectivement. Wow, ouais. Donc, et ça, j'ai eu voilà, encore récemment le cas, et on essaye, enfin, Mhm. avec l'autorité fiscale, d'un peu d'amenuiser en fait, ces impacts fiscaux, mais ça reste assez compliqué parce que c'est pour ça qu'ils se disent, ben, moi, j'ai pas l'argent cash pour le faire. Voilà, et surtout avec comment faire pour pouvoir payer cet impôt qui est sur un bénéfice qui n'est pas encore réalisé. Mais Donc, justement, dans un cas comme celui-là, si il était venu te voir avant, alors ok, la vente, effectivement, la vente pour payer l'impôt mhm, sur le gain immobilier, d'avoir vendu le terrain, ça mhm, aurait été effectivement dans mhm, la variante la plus intéressante. Mais est-ce que une variante de dire, je prends ce terrain, on garde l'association dans l'idée, parce que c'est pas mal pour oui, l'histoire c'est des pas fonds mal, ouais, propres, ouais. je garde ce terrain, je crée une société avec laquelle je pourrais faire un consortium de sociétés avec le Mhm, promoteur, ou alors sous-traiter au promoteur, mhm, peu importe, trouver un système. Je mets le terrain dans cette société-là, donc c'est toujours, ça resterait une mhm, vente, mais essayer de négocier le ouais. fameux accord avec le fisc. Et puis après, quand même, de toucher le bénéfice, parce qu'il faut quand même rappeler que les bénéfices sur la promotion seront certainement beaucoup plus intéressants que d'avoir vendu le terrain. Mhm. Est-ce que là, ça serait un système ou un montage qui pourrait être intéressant? Oui, alors ouais, il y a différents montages. Ouais. Le plus important, c'est que voilà, la personne soit consciente. Enfin, si elle s'engage sur cette voie-là, quelles sont les conséquences fiscales? Le montage le plus, on va dire le plus évident, c'est de transférer la parcelle. Après, en fonction du coût fiscal, mais de transférer la parcelle à une société, on va dire, une société Mhm. détenue par ces personnes-là, et cette société réalise l'opération immobilière avec le promoteur, avec la société du promoteur, pour Mhm. éviter cet écueil fiscal de commerçants professionnels d'immeubles. Ça, c'est Ouais. totalement... Effectivement, si la personne était venue avant, ben, on aurait pu dire, voilà, quels sont les différents scénarios. Ce scénario-là, c'est celui qui emporte ma préférence, puisque vous allez éviter cette qualification de commerçant professionnel d'immeubles, et avec un coût fiscal amoindri en fonction des circonstances. Ouais, moi Mais... j'ai eu un cas hyper intéressant il y a quelques années de ça. C'était un couple qui avait hérité d'un terrain. Et puis le terrain, on pouvait y faire un joli projet. Et puis ils ont vendu un peu plus de 2 millions le terrain. Et puis en fait, en contrepartie, le promoteur leur avait proposé d'acheter un immeuble. Donc du coup, en fait, ils ont pris ces 2 millions, ils n'ont pas touché, ils ont touché Mhm, peut-être 300 000 francs du truc, ils ont repris les 1,7 million ou 1,8 million et ils ont acheté un immeuble complet. mhm, Et puis le fisc est arrivé derrière en disant, OK, bon, bah, c'est bien. Par contre, bah, il y a quand même. Alors, heureusement, le terrain était détenu depuis très longtemps, ouais, donc l'impôt sur le gain immobilier était relativement faible. Mais bah, du coup, il y avait les parts de la société qui étaient quand même dans la fortune, donc un impôt qui était quand même relativement important. On a pu, je pense, faire quelque chose d'assez intéressant, mais c'est vrai que tous ces calculs-là, ça aurait été bien en amont de dire, OK, bien, fine, on va vendre, tout OK, tu vas faire une société, c'est mhm, bien. Déjà, de racheter avec la société, ça c'est le mieux. Mais de dire, OK, maintenant, on prend un fiscaliste, donc mhm. on vient de voir, on fait les calculs nécessaires, on regarde exactement quelle est la meilleure solution, comment est-ce qu'on pourrait optimiser un maximum l'aspect fiscal pour que le client, à la fin, bah, il n'ait pas de surprise. Parce que moi, je dis toujours, de payer un impôt, de toute façon, tu vas en payer.
Mais l'avantage quand tu n'as pas la surprise, c'est qu'au moins tu es tranquille dans ta tête. Parce que quand tu reçois la facture finale, tu dis, ah ouais, j'avais pas pensé. Mais si tu le savais avant, tu dis, bon, bah, de toute façon, je savais que Oui, j'allais à oui, peu près non, payer c'est ça. clair. Donc on est d'accord. C'est quand même plus intéressant de dire, ok, maintenant, on va voir notre fiscaliste, on met un rendez-vous avec lui. Nous, d'ailleurs, on va quand même le dire, on peut te trouver à Montreux, on peut te trouver sur Villars, on peut te trouver dans la région du Chablais, la région de la Riviera. Donc de mettre un rendez-vous une fois, de dire, ok, ben, on a cette discussion de savoir, je suis propriétaire d'un terrain, j'ai hérité d'un terrain. En Valais, on en a beaucoup, hein. Tu es aussi valaisan, Bien donc sûr, oui. tu sais qu'en Valais, on Mhm. en a beaucoup des personnes qui héritent de terrain, etc. Venez voir un professionnel. Nous, chez Infinis, ben, on collabore Mhm. avec toi. Donc, de faire justement un rendez-vous, de regarder un petit peu la cartographie, de prévoir ou d'optimiser un maximum les futures opérations qu'on va faire avec ce terrain pour s'éviter une mauvaise surprise, des mauvaises factures et surtout d'après courir après les résultats, quoi. Ah, exactement, hein, c'est le point principal, c'est comme tout, hein, on va dire dans la vie, c'est d'anticiper. C'est d'anticiper C'est vrai. et de savoir bah, où, de quantifier son risque, hein, avec le risque fiscal, hein, effectivement, ça fait une partie du risque entrepreneurial, c'est de savoir, comme tu le disais, au moins si la personne sait d'avance à quelle sauce ou à quel montant elle sera, on va dire, mangée ou facturée, c'est différent que si ça arrive par surprise, puisqu'on peut le prévoir la personne peut le prévoir dans, on va dire, son budget, son plan financier. Alors que voilà, si ça arrive par la suite, ben, c'est des choses qu'on n'arrive plus à maîtriser. Donc autant dès le départ anticiper pour pouvoir maîtriser en fait le coût qui arrive par la suite. Écoute, merci Steven. C'était un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Tu nous permets de mettre toutes tes coordonnées en bas de la vidéo. Comme ça, au cas où si on veut avoir des contacts et puis pouvoir te contacter et passer par tes collaborateurs et tes différentes fiduciaires, ça pourrait être intéressant pour certains auditeurs ou certains visionnaires, enfin, les personnes qui nous regardent. Moi, c'est un plaisir de collaborer avec toi. On aura certainement l'occasion de plus en plus de collaborer sur certains dossiers. Merci encore pour toute l'expertise que tu as pu apporter et toutes les clés que tu pourras certainement apporter à tous ceux qui nous regardent. Super, Merci hein, merci encore, à toi Albert, hein, à c'était un bientôt. grand plaisir. Merci. Avec plaisir. Merci Steven.